Après plus de 3 ans de négociations, un nouvel accord a été trouvé sur le 4e paquet ferroviaire législatif. Réduction du coût des systèmes ferroviaires, ouverture à la concurrence des marchés nationaux, harmonisation des règles de sécurité, cet arsenal législatif poursuit le principe d'une libéralisation du rail en Europe et soulève de nombreuses questions. Que se cache-t-il derrière la libéralisation du rail en Europe? Pour en parler aujourd'hui, je reçois 2 députés européens, membres de la Commission des Transports et du Tourisme. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat, en présence de nos 2 invités. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Revaud-Dallon. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne et vous appartenez au groupe des socialistes et démocrates. Et vous faites partie de la Commission des Transports et du Tourisme. À vos côtés, Dominique Riquet, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe et vous êtes vice-président de la Commission des Transports et du Tourisme. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, sur l'ouverture à la concurrence des marchés nationaux en Europe, Dominique Riquet, on est très loin des propositions initiales de la Commission européenne? Très loin, très loin. En fait, les propositions initiales de la Commission, c'est une ouverture du marché européen, c'est un grand marché européen. Ça ne me satisfait pas parce que je pense qu'il n'y a pas d'ouverture, où elle est très virtuelle et du coup le paysage va être fixé en quelque sorte pour les 20 ans qui viennent. Les conditions de l'ouverture sont telles que ceux qui veulent ouvrir, qui d'ailleurs pouvaient déjà le faire avant, oui. Il n'était pas interdit d'ouvrir à la concurrence, il y a des pays qui l'ont fait. Ceux qui veulent ouvrir peuvent ouvrir, ceux qui ne veulent pas ouvrir pourront ne pas ouvrir. Alors justement, il y a le cas du Royaume-Uni. Est-ce que c'est un pays, est-ce que ça fonctionne en fait, cette ouverture dans ce pays aujourd'hui? Est-ce que c'est un bon exemple? Le modèle britannique pour nous est un contre-modèle et ouverture au marché, pourquoi pas, libéralisation. On est prêt à discuter, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas simplement que des questions de libéralisation du marché, il faut aussi que les questions de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs en Europe, pour nous, c'est aussi une priorité. Le modèle social anglais, c'est pas une casse sociale du tout, parce que si vous regardez ce qui se passe en France, par exemple, un modèle qui est protégé socialement, vous êtes passé de 400 000 cheminots à 150 000 cheminots en 40 ans, en 35 ans. Si vous passez en Angleterre, vous avez doublé le nombre des cheminots sur 15 ans. Alors effectivement, les conditions sociales, c'est 2 choses. C'est l'emploi et les conditions de l'emploi. Et moi, je dis que le modèle tel qu'il est fait en défendant pas le système ferroviaire, il va casser l'emploi. Concrètement, il va y avoir 2 types de concurrence. L'open access, qui concerne les lignes de TGV, les lignes 2020. Voilà, 2020. Et puis les concessions de services privés pour les autres lignes. Service public pour les lignes régionales. Pour les lignes régionales. 23. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à avoir un concurrent face à la SNCF sur les lignes de TGV en 2020. Oui. Et l'autre sujet d'inquiétude que j'avais sur ce texte gouvernance par rapport aux lignes à grande vitesse, c'est qu'on sait qu'en France, parce qu'on a un système ferroviaire qui fonctionne bien, il est utilisé à la fois pour faire des grandes distances à grande vitesse, mais c'est aussi utilisé pour faire des parcours plus courts. Et il va falloir s'assurer que quand ce sera ouvert à la concurrence, il puisse y avoir toujours ces arrêts différents. Un exemple, sur le Paris-La Rochelle, qui m'arrivait de prendre une fois par an jusqu'à présent, il y avait un certain nombre d'arrêts, Tours, Poitiers, etc. Et des personnes qui, tous les jours, utilisaient cette ligne à grande vitesse, mais pour des trajets emploi-domicile. Et c'était prévu, et ces arrêts étaient prévus parce qu'on ne regardait pas forcément la rentabilité économique dans sa globalité. On acceptait de faire ces arrêts. C'était un service public qui était rendu. Peut-être que demain, sur la ligne Paris-Bordeaux est un peu particulière parce qu'elle est déjà ouverte, mais il y aura sur un certain nombre de lignes à grande vitesse des arrêts qui vont être supprimés parce que la rentabilité fera qu'il vaut mieux aller plus vite au point de destination finale qui est l'intérêt économique. Moi, je ne partage pas l'idée que la SNCF va bien, elle va très mal. Très mal. À la fois, elle se porte très mal sur le plan financier et très mal sur le plan fonctionnel. Bon. On est arrivé à une telle dégradation du système que la grande vitesse n'est plus de la grande vitesse, mais ce sont des lignes d'équilibre du territoire.
Et donc, effectivement, sur la grande vitesse, on fait ce genre de choses, c'est-à-dire vous faites des arrêts comme ça, parce que moi j'ai été élu local, je connais ça, on demande des arrêts dans les gares secondaires. Bon, c'est normal, il n'y a pas d'équivalent pour le faire. Donc là, le véritable problème, c'est que plus vous fermez les lignes, par exemple, d'équilibre du territoire, le ministre vient d'annoncer qu'il supprimait les trains de nuit, à 2 exceptions près, et qu'il allait supprimer près de la moitié des lignes d'équilibre du territoire. On va les reporter sur la grande vitesse dont ça n'est pas la vocation, et pour empêcher la concurrence de venir sur la grande vitesse, on va lui donner des obligations d'équilibre du territoire. Qu'est-ce que vous faites? Vous dégradez le système. Et qui paye les pots cassés de la dégradation du système? Un, les usagers, et deux, les contribuables. Alors les usagers qui attendent notamment une baisse des prix des tarifs, on a vu une augmentation des prix des billets de train quand même assez importante. Est-ce que vous, au sein de cette commission des transports et du tourisme, vous travaillez justement sur des propositions pour faire en sorte qu'au niveau de la France, mais aussi de l'Europe, on ait une baisse de ces tarifs? À partir du moment où on arrive à avoir un système ferroviaire européen intégré, forcément ça jouera sur le coût. Il faut toujours s'intéresser à une chose, c'est qu'effectivement il faut faire baisser les prix des tarifs parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord, il y a des prix qui sont beaucoup trop importants et qui font que les jeunes notamment vont se reporter vers des systèmes autres comme le car. Mais il faut aussi s'assurer que ce ne soit pas fait au détriment de la situation sociale des personnes qui travaillent sur les lignes de train. Il faut regarder ça dans sa globalité et faire en sorte que les aspects sécurité sont protégés, les aspects sociaux sont protégés et à cette condition-là, on peut effectivement baisser les tarifs du train. Et pourquoi pas, parce que c'est aussi un des textes qui est en discussion aujourd'hui sur lequel on travaille sur le nouveau mécanisme financier, regarder à la mise en place d'une taxe européenne et une taxe européenne pour favoriser le ferroviaire fait partie des sujets sur lesquels on est un certain nombre de groupes à avancer. Sur cette taxe, Dominique Riquet, vous êtes... Oui, la première question, c'est que premièrement, le prix des billets de chemin de fer, en général, en Europe, est très en dessous du coût. C'est-à-dire que l'usager ne paye pas du tout le prix que ça coûte. Sauf sur quelques lignes, effectivement, à grande vitesse internationale, qui sont d'ailleurs en général des franchises, comme le Thalys par exemple, ou l'Eurostar, que les Français connaissent bien, mais 150 € le billet Paris-Bruxelles en première, là, c'est rentable. Mais c'est un prix qui est effectivement extrêmement élevé. Donc le transport ferroviaire, vous ne payez pas le prix. Alors le choix, c'est simplement, c'est qui va payer le prix. Alors si ce n'est pas l'usager, c'est le contribuable. Alors là, c'est un choix politique, hein, c'est un équilibre à faire. Je prends un exemple, je prends souvent le TER. Pour aller de Valenciennes à Lille, je paye 7 €. Bon. Manifestement, ce n'est pas le prix que ça coûte, bon, c'est clair. Bon, donc je sais très bien que qui paye, le contribuable régional d'ailleurs, et en partie le contribuable national. C'est pareil d'ailleurs pour la région parisienne, subventionne fortement les systèmes de RER parisiens. Et mettre en place une taxe alors justement? Alors moi je suis d'accord, pourquoi? Alors tous les deux, on n'est pas d'accord sur tout, comme vous l'avez vu, mais on est d'accord sur une chose, c'est que le rail doit être défendu. Pourquoi? C'est un moyen de transport social, massifié, et qui est tout à fait recommandable sur le plan environnemental. Donc il faut l'aider. Et il est très difficile de le rentabiliser pour tout ce qu'on vient de dire. Donc il y a effectivement équilibré en partie par de l'argent public, c'est pas le contribuable. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'internalisation des coûts, c'est-à-dire de faire en sorte que là où les moyens de transport ne payent pas le coût réel de l'internalisation, par exemple, quand vous roulez sur des routes qui ne sont pas à péage, vous ne payez rien. C'est le principe. Vous les usez, on les entretient et la collectivité paye pour ça. Pour un certain nombre d'autres installations de sécurité. Donc dire que tout le monde doit payer pour l'usage des infrastructures, ce qu'on fait d'ailleurs pour le ferroviaire, mais ce qu'on ne fait pas pour la route, et que ce qui pourrait être une taxe comme celle-là peut être effectivement utilisé pour favoriser un transport comme le rail. Oui. Là, je pense qu'on est d'accord. Et sur les règles de sécurité, alors il y a une harmonisation dans ce 4e paquet, donc là, a priori, ça ne posait pas trop de problèmes Là, on a réussi à se mettre d'accord plus rapidement et à peu près en phase Conseil, Commission et Parlement. Et avec cette agence ferroviaire européenne qui chapeaute l'ensemble des agences nationales pour s'assurer que les règles de sécurité sont conformes au niveau européen. Ces règles de sécurité, on a eu
plusieurs catastrophes ferroviaires en France, en Europe. Est-ce que vraiment ça peut permettre d'améliorer la sécurité? Ça concerne la sécurité et ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'il faut harmoniser la manière dont fonctionnent les chemins de fer. C'est-à-dire qu'on puisse faire rouler les mêmes locomotives dans toute l'Europe avec les mêmes chauffeurs et les mêmes systèmes de sécurité. Je pense que les systèmes de sécurité en Europe, il y en a 28, autant que d'États membres, sont en général performants. Simplement, ce qui peut poser des problèmes, c'est l'infrastructure ou l'entretien de l'infrastructure. Pas toujours. C'est par exemple dans très grave accident qu'il y a eu en Espagne, là c'est un problème d'erreur humaine. Bon, ça arrive aussi, bon. Mais que probablement à Bretigny on avait des problèmes qui tenaient à l'infrastructure et à son entretien. Donc les choses sont différentes. Moi je pense que ce qui était très important, c'est qu'on normalise, c'est-à-dire on fasse un ensemble cohérent. Parce qu'actuellement, si vous allez de Paris à Amsterdam, vous changez 5 fois de système de sécurité. Ça coûte très cher. C'est dangereux, ça ne fonctionne pas bien. Vos conducteurs, ils ne sont pas obligatoirement certifiés pour passer la frontière. Vos locomotives non plus. Donc il fallait, voilà, si on peut rouler en train dans toute l'Europe, il faut que les trains, les conducteurs, les systèmes soient harmonisés. Là, on était tout à fait... Mais ça a un coût. Ferroviaire. Le Schengen du ferroviaire, ça a un coût quand même. Ça a un coût au départ dans la mise en place, mais à terme, normalement, les coûts seront réduits, puisque l'objectif final, quand on arrivera vraiment à avoir harmonisé tout ce système, c'est de ne plus avoir d'agence nationale. Dès lors qu'on a un système qui fonctionne. Mais on va procéder par étapes et on sait que ça prend du temps. Mais à terme, ce sera au contraire un coût réduit. Et quand on aura des modèles et des pièces détachées qui vont être standardisées, c'est pareil. On joue aussi sur le coût. On va jouer sur la sécurité et sur le coût. Alors juste pour conclure, la feuille de route de la Commission européenne préconise pour 2050 que la majeure partie du transport passager à moyenne distance s'effectue par le train. C'est un objectif réalisable selon vous, Dominique Riquet? C'est compliqué parce que pour l'instant, ça diminue la part du ferroviaire dans le transport des passagers globalement en Europe, elle diminue. Deuxièmement, il est absolument indispensable qu'on règle les problèmes de circulation dans les grandes agglomérations, les grandes conurbations. Il n'y a que le rail qui peut régler ce problème de manière massive. C'est vrai que les problèmes du rail dans l'urbain ou le méga-urbain, c'est pas tout à fait la même chose que dans des distances qui sont plus grandes. Alors, moi, je crois que si on veut effectivement promouvoir le ferroviaire et lui assurer la part qu'effectivement il a besoin de remplir, il va falloir faire un certain nombre d'investissements sur le plan financier, en termes d'infrastructures, en termes de matériel, en termes de personnel, bien entendu. Et il va falloir aussi qu'on arrive à rendre le système plus performant, ce qui n'a pas été la bonne direction, à mon avis, qui a été prise là, cette fois-ci. Merci à tous les deux pour cet échange que vous allez, j'imagine, poursuivre au sein de la Commission des Transports et de l'Industrie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous le mois prochain. En attendant, vous pouvez continuer à suivre l'actualité européenne sur le site www.touteleurope.eu. Merci.